radiovostok.ch. Espace 2. Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et je vous incite aujourd'hui encore à redécouvrir Piotr Ilyich Tchaïkovski. Soyez les bienvenus. Redécouvrir Tchaïkovski grâce à vous, Bertrand Roulet. Bonjour Bertrand. Bonjour. Grâce à vous, grâce à votre intelligence, grâce à la manière que vous avez de lire cette partition de la Dame de Pique. Cette semaine, principalement, c'est l'opéra qui nous occupe, grâce à ce piano aussi, qui est entre vous et nous, pour comprendre les enjeux contenus dans ce livret, dans cette musique de Tchaïkovski, dont on se rend bien compte depuis hier qu'il faut, pour bien la comprendre, aller au-delà des images qu'on peut en avoir d'un Tchaïkovski de très grande bienfacture, peut-être un petit peu dépassé, d'élégance, en même temps de sensibilité, de justesse, enfin des concepts qui ne vous intéressent pas, puisqu'on va très profondément dans cette partition de la Dame de Pique, qu'on reprend où on en était resté, oui. Bertrand. Scène 1 du premier acte, oui. L'expression des thèmes parle d'elle-même, et moi je suis un petit peu là pour montrer le Tchaïkovski architecte et montrer toute la conception qui gère et qui génère toute cette expressivité. La Dame de Pique, une nouvelle de Pouchkine qui a inspiré cet opéra. Le nom d'un jeu de cartes, il suffit d'en tirer 3 et de les deviner pour gagner. Le surnom d'une héroïne qu'on va retrouver maintenant grâce à l'un des personnages, c'est Tomsky, un personnage qui apparaît dans ces jardins d'été de Saint-Pétersbourg et qui nous raconte que cette vieille comtesse, elle n'a pas toujours été vieille et qui nous raconte son histoire. On va en quelque sorte mettre des mots sur ce qui a été évoqué dans un passé musical par des évocations plutôt oniriques dans le prélude que j'avais analysé hier. Oui, qui nous montrait ce prélude, ou plutôt qui nous montrait cette analyse, que le discours était partagé en plusieurs parties, en plusieurs dynamiques différentes. On a vu se former toute une structure linguistique, toute une sémantique, on a vu se former des mots, des phrases musicales. Tomsky est donc sur scène au milieu d'amis à lui, et puis ils évoquent cette figure, qui vient de passer, les personnages se rencontrent. Une vraie sorcière, cette comtesse, un épouvantail, disent les amis. Tomsky, ce n'est pas par hasard qu'on l'appelle la Dame de Pique. Je ne comprends pas pourquoi elle ne joue pas. Puis les amis, quoi, cette vieille, qu'est-ce que tu veux dire, cette momie octogénaire, vous ne connaissez pas son histoire, demande Tomsky. Non, on ne la connaît pas, rien. Alors, dit Tomsky, écoutez, la comtesse, il y a bien longtemps, était l'une des plus grandes beautés de Paris. Tous les hommes étaient fous de celle qu'ils appelaient la Vénus moscovite. Le comte de Saint-Germain, entre autres, qui était alors un très bel homme, était sous le charme, mais ses soupirs n'émouvaient pas la comtesse. La belle passait des nuits entières à jouer, et hélas, préférait le jeu du pharaon à celui de l'amour. Un jour, à Versailles, au jeu de la reine, la Vénus moscovite perdit son dernier sou. Parmi les invités, le comte de Saint-Germain suivait la partie et entendit la belle murmurer dans le feu de la passion « Oh mon Dieu, je pourrais tout regagner si j'avais encore de quoi miser sur 3 cartes !» Saisissant l'instant propice où la belle avait abandonné la salle pleine de monde pour s'asseoir à l'écart, le comte s'approcha d'elle et lui chuchota d'une voix amoureuse ces mots plus doux qu'un air de Mozart. « Comtesse, en échange d'un rendez-vous, si vous le voulez, je vous révélerai 3 cartes, le secret des 3 cartes. » Je vous propose de voir aussi quelque chose qui va par 3, c'est cette évocation de la comtesse telle qu'on la voit sur scène au moment de ce récit. Не могу постигнуть, отчего она не понтирует. Alors pour voir tout de suite que le catalogage lexical, presque telle combinaison de mots correspondrait à telle idée, ce n'est valable que pour quelques moments figés, extraits comme ça et courts de l'œuvre. On voit très bien que ce principe entre d'une manière harmonieuse et presque imperceptible dans le thème lui-même qui amorce le récit de Tomsky. Un principe donc actif pris dans le flux mélodique.
figure importante qu'on retrouvera plus tard, c'est ceci. C'est un écho du temps passé, du temps jadis, tous les tris. Peut-être une évocation des ornements, Oui. des dorures, peut-être du clavecin. C'est un ornement qui est écrit, c'est pas simplement un tri, on met pas juste une note et trrr, c'est ta da 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 da, et c'est très délibéré avec un crescendo sur le passage. On a déjà vu ces références au passé, on les reverra plus tard quand la petite fille de la comtesse, je ne vais pas anticiper, jouera au clavecin, thématisera ce rapport au passé. Tout à fait. Ouais. Et puis alors, l'idée du passé, mais maintenant aussi de l'aspect émotionnel de l'amour, de la détresse intérieure, qui n'est pas simplement dévolu au couple qu'on verra plus tard, Lisa Hermann, ténor soprano, etc. Il n'y a pas que ce rôle fatal et dramatique de la comtesse, et là aussi, quand on évoque justement sa détresse, donc l'orchestre accorde par 3, on avait vu hier que c'était le même élément qui entrait en jeu lors des thèmes d'amour qui étaient apparemment loin de la sphère thématique de la comtesse. Mais là, on a donc un principe général qui enjambe en fait les différents personnages. On ne peut pas cataloguer certains principes que tel thème lié à tel personnage, évidemment. Ce sont des principes qui sont plus vastes. Ça, oui. je ne reviens pas là-dessus. Alors évidemment, la magie, cette magie des 3 cartes, qui maintenant avance sur une harmonie fêlée. On a quand même ces éléments-là. Voilà pourquoi je parle de fêlure. Il y aura cet élément magique, cette maîtrise antinaturelle. Oui, c'est quoi musicalement ce que vous faites là, cette marche harmonique? En fait, ce sont des accords qui, en fait, ce sont des accords de septième qui sont incomplets. Normalement, on devrait avoir qui normalement on les imagine rattachés à une tonalité. Ici, ils sont incomplets et ils sont contredits par le mouvement de la comtesse. Et par croisement des voix, les fonctions sont également inversées. Donc en fait, on n'a pas simplement et ça, c'est une des caractéristiques de l'œuvre. L'harmonie reste insaisissable. Elle nous glisse entre les doigts, toujours. Alors ça, on revient avec l'élément d'angoisse. Tout ce qui est de l'ordre des pulsions qui ne peuvent pas être manifestées. Alors ça, c'est valable pour tous les protagonistes du drame. Et puis, le thème des cartes, qui est également le thème d'Hermann. Hermann, il faut qu'on le replace, Hermann, si vous le faites venir ici. Hermann, c'est l'homme qui croit être amoureux de la petite fille de la comtesse, Lisa, et qui en fait, on s'est bien rendu compte hier, est amoureux de la comtesse elle-même, de cette vieille femme, de ce qu'elle représente. Il ne le sait pas encore, mais Ouais. Le thème nous parle de son inconscient et de ce complexe d'Oedipe non Oui. surmonté. Et alors ici, on voit ce genre de combinaison. En fait, on retrouve notre motif, notre portrait de la comtesse avec sa canne. Toujours par 3. Alors ici, mais en fait, on a affaire à un emboîtement. Par exemple, les notes, si je les compte, ça fait 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Donc, tout ça se chevauche. Et à la deuxième strophe, on entend un véritable contrepoint classique dans l'orchestre. Toujours cette maîtrise classique de Tchaïkovski. Vous dites deuxième strophe parce que la manière qu'a ce héros de raconter la comtesse, c'est sous forme de ballade en quelque sorte. Oui, et ça convient très bien à cette histoire de l'ancien temps. Oui, qu'on écoute dans sa première partie. Exactement. Hanna
Дважды в Версале уже де ла Рен Венис московит проигралась дотла. В числе приглашенных был граф Сен-Жермен. Следя за игрой, он слыхал, как она шептала в разгаре азарта: «О, Боже! О, Боже! О, Боже, я все бы могла отыграть, когда бы хватило поставить опять три карты, три карты, три карты». Граф, выбрав удачно минуту, когда, покинув украдкой гостей полный зал, красавица молча сидела одна, влюбленно над ухом ее прошептал слова слаще звуков Моцарта. Графиня, ценой одного рандеву хотите, пожалуй, я вам назову три карты, три карты, три карты. Ainsi donc s'exprime Tomsky pour raconter l'histoire de cette comtesse et de sa passion pour les cartes, Bertrand Roulet. Une deuxième partie à cette évocation. Alors là, qui va faire entrer en scène des forces occultes. La comtesse s'emporta, donc face à Saint-Germain et sa proposition de lui révéler le secret des cartes, la comtesse s'emporta. Comment osez-vous? Mais le comte n'abandonna pas la partie et le lendemain, la belle se présenta à nouveau sans un sou au jeu de la reine. Elle connaissait les trois cartes. Sans vaciller, elle les joua l'une après l'autre et gagna à chaque fois. Mais à quel prix? Un jour, elle révéla ses cartes à son mari. Une autre fois, elle les montra à un beau jeune homme. Mais cette même nuit, dès qu'elle fut seule, un spectre apparut et lui dit d'un ton menaçant: « Tu seras frappé à mort par un troisième qui, brûlant d'un amour passionné, viendra te forcer à lui révéler le secret des trois cartes. » Donc, elle a vendu quelque chose de précieux d'elle-même. C'est pas qu'une question de moralité. Elle a fait un pacte avec quelque chose, avec des forces occultes qui permettent d'avoir une maîtrise, en tout cas, sur la réalité. Mmh. Sous quel niveau symbolique ou réel qu'on puisse prendre cette fable. La troisième fois lui sera fatale en plus. Ah, pas parce qu'alors on ne peut pas indéfiniment user de ces forces. Oui, donc de nouveau le chiffre 3. Occulte. Lorsqu'elle se représente de nouveau au Palais Royal, finalement pleine d'ambition et pleine de frustration, comme l'est Hermann actuellement, on croit voir s'ouvrir comme deux grands portiques pleines de dorures un peu inquiétantes, et presque vermoulues, toujours par trois. On verra avec l'orchestration, avec les hautbois, avec quelque chose de creux. C'est pour ça que je disais vermoulu. Et puis alors, l'aspect maintenant d'angoisse avec toujours toujours cet aspect pulsionnel maintenant devient tout à fait fantomatique. Tout de même, ça c'est... reste nous avec nos idées de degrés ajoutés dans les gammes qui nous font frôler les degrés en ton entier. Ça, c'est l'aspect magique, c'est l'aspect, la fêlure entre les mondes, entre les espaces-temps. Là, ça, ce serait
un élément rationnel. Tadam, tadam, on va résolument dans le flou. Mais elle va attirer dans son destin quelqu'un qui a les mêmes pulsions, les mêmes angoisses. Toute l'abîme avec des opéras à effets vocaux, à vocalise, la fin évidemment vocale et en même temps avec l'orchestre réclame un tempo qui fonce, on va dire presque qui fonce contre un mur sans s'arrêter. Et puis d'ailleurs cet élément va ouvrir la scène finale à la maison de jeu pour vous dire à quel point tout est cohérent. Графиня вспылила, как смеете вы, но граф был не трус. И когда через день красавица снова явилась, увы, без гроша в кармане, Оже де Лорен, она уже знала 3 карты. Их смело поставив одну за другой, вернула свое. Но какою ценой? О карты, о карты, о карты! Раз мужу те карты она назвала, в другой раз их юный красавец узнал, но в эту же ночь лишь осталась одна, и призрак явился и грозно сказал: получишь смертельную карты. А третьего, кто пылко страстно любя, придет, чтобы силой узнать от тебя 3 карты, 3 карты, 3 карты. 3 On en sait plus désormais sur cette comtesse, sur ses pouvoirs, sur le destin qui l'attend aussi suite à ce secret des 3 cartes. Destin collectif maintenant. Oui, puisque Tomsky nous raconte ça, mais d'un autre côté, on se souvient de son copain Hermann, fasciné par le jeu de cartes justement. Hermann qui est amoureux d'une jeune fille, il ne sait pas encore qui elle est, mais nous on le sait déjà. Il craint de la connaître. Oui, cette jeune fille c'est Lisa, Lisa qui est la petite fille de la comtesse. Et donc, Lisa est fiancée déjà à un beau prince, j'imagine qu'il est beau, Alecki. Qui chante son bonheur, il voit devant lui un avenir absolument radieux. Et au contraire, c'est une atmosphère inquiétante, parce que chacun n'arrive pas encore à mettre des mots sur l'angoisse qui l'habite. On peut voir que musicalement, l'apparition de Lisa, au lieu d'être ce thème d'amour qu'on imaginait, qui était exposé dans l'introduction, donc ici, on a toujours ce symbole par 3, mais avec le hautbois plaintif. Cet élément mélancolique est comme un miroir de Hermann, lui aussi toujours mélancolique. Et puis ici maintenant, le motif pom pom pom. Alors voyons comment il se développe à plusieurs niveaux en même temps. Et puis la flûte qui nous refait de ses emboîtements. Mais tout ça avec des notes qui se touchent. 1, 2, 3, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Et liés encore différemment. Alors tout ça ensemble. Écoutez bien ma main gauche. Ce thème d'amour inversé. Maintenant, ce qui était en haut, dans toute la partie, par exemple le hautbois, est dévolu maintenant en bas, au violoncelle et au contrebasse.
Ce qui était en bas se retrouve en haut. Et notre thème de flûte, cette espèce d'évanescence fantasmatique, omniprésente de la comtesse, et au basson, voilà ce thème fatal de la comtesse. Et lorsqu'on parle de bonheur et de rêve, du partenaire idéal, de complétude, c'est avec sur une immense ambiguïté harmonique, comme si on était en équilibre au sommet de vagues, d'accords extrêmement mystérieux et suspendus. Mais on a l'impression qu'inconsciemment, les protagonistes savent que tout cela ne durera pas. Parce que c'est dans le quintet en plus. Oui. Ça veut dire que les 5 sont là? Ça, c'est après le quintet. D'accord. Ouais. Et le prince chante son bonheur d'être justement promis à Lisa, qui était on va pas dire l'amour d'Hermann, peut-on parler d'amour là-dedans, mais cette obsession, ce réceptacle de son mal-être et de ses manques. Donc c'est un sentiment qui est à la fois doux, triste, il y a une suavité de quelque chose d'impossible, et on est dans l'ambiguïté et dans une maîtrise du langage très classique, même très baroque en même temps. Графиня, позвольте вас поздравить. Скажи-ка мне, кто этот офицер? Который этот Герман, приятель мой. Откуда взялся он? Какой страшный! Небес чарующая прелесть. Весна зефиров легких шелест. Веселье толпы, друзей привет, сулят в грядущем много лет нам счастья. En réécoutant cette musique, je me dis que j'allais presque oublier de vous dire que le schéma harmonique qu'on vient de suivre, on va le retrouver plusieurs scènes plus loin pour décrire la maison, le palais de la comtesse avec tous ses remords, tous ses souvenirs du passé. On est en train de parler de la même histoire du passé qui n'est pas digéré et qui génère de nouvelles illusions. Hermann, on est là, obsédé, fasciné par, croit-il, Lisa et par cette vieille femme, et en même temps par le jeu. Et puis, comme si, vous m'arrêtez, Bertrand, si je me trompe, mais comme si tout cela était parcouru d'énergies diverses, tout cela se densifie dans une espèce d'orage. C'est pas un orage à la Rossini, comme dans les opéras de Rossini. Hein. C'est un orage symbolique parce qu'il y a vraiment une énergie, une fatalité de malheur. Un enseignant spirituel comme Eckhart Tolle parlerait de corps de souffrance, cette espèce d'énergie, force d'inertie de tout ce qui en nous n'est pas digéré, toute cette souffrance qui réclame presque son dû, comme une sorte de vampire qui vit en nous. Alors tout ça va former une force collective entre ces différents personnages. Et alors évidemment que musicalement, Tchaïkovski se déchaîne en faisant dérailler la musique dans des modes étranges et chromatiques. Et Hermann qui reste au milieu de cet orage, comme une espèce de comme s'il de le paratonnerre. suscitait, Ouais, c'est voilà, comme s'il se réjouissait que tous ces promeneurs gentils vont devoir maintenant plier bagages. Faites-moi écouter ça. Mais par exemple, je vous détaille pas toutes les combinaisons, mais
je ne veux pas tout détailler, toute cette scène, mais je trouverais intéressant de voir que dans les figures zigzagantes, saccadées de l'orage, par exemple, si on prend la peine de lire les notes à l'envers, que lit-on ? C'est-à-dire notre fameuse figure, alors de nouveau, emboîtée par segments. Si je joue 2 fois chaque note. Excellent. Donc, et là, ce qu'on entend, c'est... Donc, ça va vraiment très loin. Excellent. Hermann au milieu de l'orage, Bertrand Roulet. Hermann, en l'occurrence Vladimir Atlantov, le ténor. Il faut dire juste d'un mot que tous nos exemples tirés du disque, pas ceux sous vos doigts bien sûr, sont ceux des solistes chœurs et orchestres du théâtre de Bolchoï de Moscou, dirigés par Marc Ermler, pour ces extraits de la Dame de pique de Tchaïkovski, dont il est question cette semaine avec nous, pour redécouvrir Tchaïkovski. Dame de pique, acte 1, scène 2. On est dans la chambre de Lisa. Hermann fait le guet, en quelque sorte, essaie de s'introduire dans la chambre de Lisa. Il faut tout le temps qu'on entende l'action et puis ce que ça veut dire derrière. Hermann essaie de s'introduire. Hein. C'est-à-dire, oui, il s'introduit par effraction. Il y a déjà eu un contact entre eux, très ambigu, oui, qui est fait d'angoisse. Donc angoisse veut dire il y a quelque part une pulsion qui n'est pas mise à jour, ça cache autre chose. Ce que Hermann exprime dans sa mélancolie, dans son amour envers Lisa, est en vérité beaucoup plus oedipien. Alors c'est quoi? Oui, c'est autre chose. Ça nous ramène à la vieille comtesse, à la dame de pique. Eh oui. Donc il aime Lisa, peut-être. Et puis la grand-mère est pas loin. Alors on verra déjà que maintenant on peut tracer des lignes entre ce triangle de personnages. Et là on voit maintenant la ligne entre la comtesse et Hermann. Un petit rappel de son thème. Hermann, Lisa, Hermann, Bertrand Roulet, il n'y a pas de romantisme là-dedans, hein. On n'est pas dans le domaine de l'amour. Là, on n'est que dans le domaine des gens qui veulent donner ce qu'ils n'ont pas à l'autre qui n'en veut pas, ou on est dans quelque chose comme ça. Et en tout cas, l'effet miroir est évident quand on entend cette évocation de Lisa, toujours elle aussi dépressive. Il faut croire qu'elle est aussi orpheline, puisqu'elle vit chez sa grand-mère. Oui. Que dans sa solitude, elle a certainement aussi un mal-être très proche de celui d'Hermann. La seule chose qu'il y avait de Lisa dans ce qu'on vient d'entendre, c'était... Donc, si on revient avec notre triade... Pardon. On voit qu'ici, tout est triste. Et c'est vraiment un personnage qui a une vie... Ça doit être très très lourd de vivre avec elle-même au cours des journées sous l'autorité de cette dame de pique. Et c'est là qu'on voit aussi le triangle se former dans les relations entre les personnages. C'est qu'il y a une relation de soumission sous l'autorité. Il y a un charisme effrayant chez cette vieille dame. Et maintenant, la caractéristique de Lisa, c'est toujours le cor anglais, qui est un instrument de la tristesse, un instrument du passé, comme des échos du passé, un instrument caverneux et sombre. Oui, écoute. Et alors maintenant... Et
puis alors, les tierces qui accompagnent ce thème montrent qu'elle est sur une pente descendante dans sa destinée. Tout la pousse peut-être à attirer des rencontres négatives qui vont lui apporter que du malheur. Elle irradie. Prouvez-moi ça, Mais prouvez-moi si ça. je fais que la partie d'accompagnement, c'est quand même pas courant d'avoir un thème qui évoque une jeune fille et qui fait une telle dégringolade. Et ce sont toujours de ces gammes qui sont non périodiques, qui ont quelque chose d'irrationnel et d'irrégulier. L'orchestration est extrêmement étrange. Dites-moi, vous avez là la partition d'orchestre et pas la réduction pour piano, hein? Corps anglais. Le haut basson répond. Et c'est surtout là que c'est vraiment très très bizarre. C'est la flûte qui est dans les basses, toujours le corps anglais qui a la mélodie, avec le grave de la clarinette en dessous. Et c'est ça maintenant qui est très étrange, c'est ça. Par exemple, ça c'est les bassons. C'est très très aigu pour un basson. Et donc vous voyez que cet aspect de malheur, c'est un de ce que j'appelais des monèmes, c'est-à-dire une petite unité chargée de sens dans la phrase musicale. Par exemple, si je reviens au thème d'amour, c'est vraiment une envie de sortir de cette angoisse, de cette tristesse. Et là, on n'a que cet élément qui a une vie indépendante dans le thème de Lisa. Et elle va peut-être être émue par Hermann parce que lui, il va lui apporter le ta-da-dam. Et puis elle va se sentir exister en étant ta-da-da. Ce que vous notez quelque part, névrose complémentaire. Voilà. J'aimerais bien l'entendre au disque. Vous avez commencé de nous montrer, Bertrand, la parenté qu'il pouvait y avoir, la complémentarité qu'il pouvait y avoir entre le sentiment du malheur de l'un et de l'autre. Hermann, Lisa sur scène, donc dans ce premier acte, scène 2 de La Dame de Pique, restée seule dans sa chambre et qui se demande bien, au fond, pourquoi elle se marie avec le prince. Elle sent bien qu'il y a un truc qui joue pas, si je peux me permettre. Oui, et en même temps, elles se sont attirées par cet homme qu'elle ne connaît pas, Voilà. mais en fait, c'est le vertige de l'abîme, de son abîme intérieur. Son exaltation fait écho à celui d'Hermann dans la deuxième, on va dire dans la deuxième partie, le refrain, si on peut dire, avec beaucoup de guillemets, de son monologue. Hermann disait... avec des... Et puis des contretemps exaltés. Ici maintenant, Lisa, c'est sous un aspect à peine différent, plus féminin évidemment. Et puis, ce qui est maintenant absolument fascinant de voir, c'est que cet air se développe en dehors de toute forme fermée sur elle-même. Qu'au contraire, on a différentes séquences, différents arcs mélodiques qui tous semblent peut-être former un tout en tant que tel, une fin, peut-être une conclusion, un centre tonal, et sont toujours insaisissables, aboutissent très logiquement à une nouvelle séquence, un nouveau pont, on va dire, qui va franchir un autre fleuve harmonique. Et toujours, on a cet aspect insaisissable. Et puis, on voit vraiment l'irruption du fantastique. Mais psychanalytiquement, on peut dire de tout ce qui est très ancien et qu'on n'arrive pas à saisir rationnellement en nous. Et c'est ça qui s'insinue avec angoisse Comment chez ça elle. s'entend, ça ? C'est d'ailleurs à la nuit qu'elle s'adresse. Elle ouvre sa fenêtre et puis elle est justement fascinée par ce qu'elle ne connaît pas. Ce qui, chez cet homme... Et ce qu'elle ne connaît pas chez elle, évidemment.
c'est une tentative de sortir de son angoisse pesante. C'est l'orchestre qui nous fait le rappel structurel avec la triade dont j'avais déjà parlé. C'est un hautbois. Ici, on est vraiment dans un centre tonal. On va croire qu'on va tourner autour de ce sens sur une gravitation bien circonscrite. Mais en fait, on s'aperçoit a posteriori que toute cette phrase n'était comme une incise qui nous conduit vers ce qui nous paraît maintenant être le centre, la vraie mélodie principale, la culmination. Avec toujours un tapis de cordes assez mystérieux. Et toujours ce code. Donc Hermann va venir et va lui dire et on appelle ça le thème, le leitmotiv de l'amour d'Hermann. Mais en fait, ça fait écho à ce que Lisa a déjà en elle. On voit ce jeu de miroir. Et puis alors maintenant, comme Hermann va faire son apparition, ce mouvement qui est vraiment parallèle au mouvement mélodique de la chanteuse, et qui nous disent que ce dont elle n'est pas consciente, elle ne voit pas. Nous voyons déjà où ça va venir. C'est cette ligne descendante, aussi souvent par trois, qui conduit son destin vers quelque chose de fatal. Et ça vient subrepticement. On s'en aperçoit seulement presque à la lecture de la partition qu'on vient depuis une minute de gravir tout un escalier, dans l'ordre descendant évidemment. Si je joue que cette ligne descendante, on voit que ce n'est absolument pas anodin de faire. Et c'est seulement à la fin que tout d'un coup, Hermann arrive. Il faut rappeler juste, ou annoncer à notre auditeur, qu'à la fin, Lisa se jettera à l'eau. Ce mouvement descendant, c'est quand même une préfiguration de ce qui se passera aussi. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, la négativité qui circule entre eux sera évidente. C'est par un chantage au suicide qui va réussir à la faire fléchir. Et les deux mourront d'ailleurs. Et l'angoisse organique des mouvements répétés, on a le code qui est lisible dans la partition, parce que ces mouvements romantiques, à quoi rêvent les jeunes filles, pourrait-on dire, eh bien c'est la flûte s'introduit dans le tissu orchestral des cordes et fait tadadam, padadam, padadam. Et ça, c'est l'entrée d'Hermann. Mais imaginez que Hermann se trouve tout d'un coup vis-à-vis de sa bien-aimée. Et avec quel accent Tchaïkovski exprime cette rencontre. Imaginez, pour une fois, vous êtes face à face à la jeune fille de vos rêves. Tout d'un coup, hop, vous la voyez. Et imaginez que ce sont tous les corps qui font. C'est pas franchement de l'émerveillement. Rappelez-vous la fin du récit de Tomsky qui racontait la vie de la comtesse. On avait aussi ça. Et l'entrée de la comtesse, ça va être... Donc en fait, les sentiments d'Hermann sont basés sur une névrose tellement carabinée qu'en fait, ça le met en contact avec une négativité profonde en lui. Et alors quand il apparaît, là on a vraiment le rythme cardiaque, organique de l'angoisse à nu. Alors toujours avec une gamme descendante, évidemment. Et puis alors, toujours on croit qu'on va avoir une tonalité et on arrive sur une autre. Toutes ces souvenirs, toutes ces racines anciennes
sont insaisissables, inconnaissables et mystérieuses parce qu'elles sont entachées de quelque chose d'ancestral et la lecture doit être absolument psychanalytique. L'une des manières d'exprimer ces peurs archaïques dont vous nous parliez tout à l'heure, Bertrand Roulet, et puis il en sera évidemment question dans le duo d'amour, faut bien l'appeler comme ça. Hein, avec beaucoup de guillemets. Avec des guillemets entre Lisa et Herman, il en sera question demain, dans la partie médiane de cette série Musique en mémoire que nous consacrons à cette dame de pique. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cet accès direct à notre inconscient, à nos peurs, à nos angoisses, à nos blocages, à nos malaises dans cet opéra. On peut se souvenir d'ailleurs que quand le comte Saint-Germain s'est adressé à la comtesse, il lui promettait quelque chose de plus doux que des airs de Mozart. Donc il y a cette référence à ça. Hein. Alors, il y a un rôle dans toutes les scènes de cour qui paraissent être hétérogènes, ou en tout cas hétéroclites, voire inutiles puisqu'elles ne font pas avancer l'action. Il y a au contraire un lien tout à fait organique parce que ça nous montre ce monde qui lui-même fait pression sur la dame de pique, l'a formée aussi en tant que personnalité. C'est une sorte de surmoi collectif, une sorte de tyran gestionnaire de nos pulsions, comme elle le deviendra sur le plan familial. Oui, c'est pas décoratif. Et alors ce qui est pas décoratif, c'est que c'est très subtil, c'est que tous les éléments qu'on voyait, la tristesse de Lisa, etc., avec notre triade, on a par exemple, mais sous une forme culturellement magnifique, parce qu'une répression moralisante, ça peut aussi donner lieu à quelque chose de très esthétique. Alors on a par exemple ce passage. Mais si on analyse bien, ta-da-da, ti-da-da, ti-da-dam. Et puis une trompette qui fait pam 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 pam. Elle a gardé quelque chose de fier, d'un peu raide de cet ancien temps, même si c'est pour nous dire, même si maintenant elle boite. Mais avant c'était pam. Il y a des cartes, et puis on pourrait au contraire admirer chacune de ces pages, de voir que du point de vue du jeu, par exemple des instruments à cordes, le fait qu'il y ait des triples cordes, ça fait que, comme on a des cordes à vide qui sonnent telles quelles, on ne peut pas les vibrer. Et donc, même l'orchestre romantique le plus gras, le plus ignorant de l'époque classique, est obligé de nous donner des sonorités non vibrées par l'écriture en accord de Tchaïkovski. Alors, je pourrais développer ça, mais ce sont des pages admirables qui font absolument partie, ne serait-ce qu'en tant que contraste, de cette œuvre. Attendez, qu'on va écouter maintenant, Bertrand Roulet, en tout cas pour certaines d'entre elles, non sans vous remercier auparavant de venir éclairer et redécouvrir Tchaïkovski au gré de ces pages de La Dame de Pique. On remercie Gérald Yeston pour sa réalisation, Isabelle Watson pour son assistance à la production. Demain, on se retrouve avec Lisa Herman et ce duo d'amour, mais là tout de suite, cette référence au passé, est-ce que vous nommez le surmoi de ces personnages ? Oui. À demain. Absolument, merci.
согласна. Я сердцем согласился, я тут любить склонился, кого навели, тому благодарить. Я добрый L'affaire vous intéresse. Chaque émission de Musique en mémoire se commande au 026 323 24 24. Notez qu'elle se podcast, désormais, comme on dit également. Et chaque émission de Musique en mémoire est proposée en nouvelle diffusion dès minuit sur Espace 2. C'est Espace 2 que vous écoutez, il est 15h.